RFM Midi. RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles au programme de la Radio Futur Média. Il est midi, le grand journal. Georges Bétégué. Les titres de ce grand journal: les bourses de sécurité familiale, les populations des zones urbaines attendent leur part. En centre-ville, par exemple, on se considère comme des nécessités au même titre que les populations du monde rural. Lancement officiel aujourd'hui à Taïba Ndiaye des bourses de sécurité familiale. C'est sous la présidence du chef de l'État Macky Sall. Dans ce journal, les conséquences de la pénurie d'eau à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous en saurez quelque chose. Ces conséquences ont conduit à un report de la rentrée académique au département d'odontologie. Tabaski 2013, non-respect pour l'heure des engagements pris par l'État. Les points de vente de moutons font face à l'insécurité. Les lieux ne sont pas non plus éclairés la nuit. Pour le PDS, à l'assaut de la municipalité, les libéraux veulent reconquérir la mairie. Leur stratégie pour réussir le pari, un candidat de consensus. Dans ce studio avec moi, Dieynaba Seydouba et Cher Tidiane Diagne. Bonjour Dieynaba. Bonjour Georges. Bonjour Cher. Bonjour Georges. Honneur aux dames d'abord, comme tout ce qu'elles veulent, Dieu le veut. Dieynaba, qui est-ce qui va faire l'essentiel de l'actualité internationale? Naufrage à Lampedusa, l'Italie pleure les migrants morts. Le pape François est d'ailleurs sur place. Quelques 300 personnes sont mortes dans ce naufrage. Et toujours concernant ce naufrage à Lampedusa, Horizon Sans Frontières a porté plainte contre l'Union européenne pour non-assistance à personnes en danger. Législative en Guinée-Conakry, l'opposition rejette les résultats partiels publiés par la CENI. Elle a retiré d'ailleurs ses délégués dans la commission de centralisation des résultats. À vous maintenant, Cher, pour la une de la page des sports. Le président de la Fédération sénégalaise de football dans ce 12 heures, Augustin Senghor, se prononce sur l'état d'avancement des préparatifs du match Côte d'Ivoire-Sénégal prévu le 12 octobre prochain à Abidjan. La direction de la haute compétition aussi dans ce journal, c'est son président, son directeur plutôt, Souleymane Boundaoud Diop, qui parle de l'interdiction notifiée à certaines fédérations sportives, plus de séjour dans l'espace Schengen. Et puis nous allons clôturer avec les Navétanes, phase nationale précisément. C'est l'étape des quarts de finale qui démarre ce soir. Georges Détillot. Cher, vous le savez, l'on est vendredi, votre rendez-vous hebdomadaire Critique Média. Aujourd'hui, vous aurez droit à l'œil critique de Jo Marone. Les bourses de sécurité familiale en question. Que pensez-vous de ce programme national du président Macky Sall qui procède à son lancement officiel aujourd'hui? Vous aurez la parole aux alentours de 12h30. Ce sera d'un point de vue. La technique de ce midi assurée par Alain Diassé. Bienvenue et merci de nous écouter. Était-ce prémonitoire? Jeudi dernier, le chef de l'État a invité le gouvernement à veiller à l'amélioration du cadre de vie dans les marchés, en veillant surtout à la sécurité civile des bâtiments. Une semaine après, c'est le marché central de Thiès qui prend feu. L'incendie a ravagé une vingtaine de cantines, beaucoup de dégâts matériels donc, mais jusque-là, l'origine du sinistre n'est pas établie. Cheikh Anta Diop était sur les lieux. L'incendie s'est déclaré vers 2h du matin au niveau du marché central de Thiès. Le feu s'est vite propagé et beaucoup de cantines, des magasins de produits cosmétiques sont calcinés. Heureusement, les tailleurs qui ont passé la nuit dans leurs ateliers ont vite averti les sapeurs-pompiers. Vous avez pu maîtriser le feu là? Oui, c'est éteint. On est en train de faire un déblai là et d'ouvrir un peu les magasins suspects là. Ah d'accord. Il a fallu l'intervention des hommes du commandant des sapeurs-pompiers de Thiès, Moussa Ignan, pour maîtriser le feu. La friperie, des habits prêts à porter, des bijoux et des habits pour femmes sont partis en fumée. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels. Selon un certain commerçant, les pertes sont estimées à plusieurs millions de francs CFA. En attendant l'enquête de la police pour déterminer les circonstances de cet incendie grave, des témoins estiment qu'un court-circuit serait à l'origine de cet incendie. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité.
Macky Sall à Taïba Ndiaye. Taïba Ndiaye, c'est dans le département de Tivavone. Le chef d'État procède au lancement officiel du programme national de bourse de sécurité familiale. Le programme vise à lutter contre la pauvreté. Il cible 250 000 familles, surtout en zone rurale. Et pourtant, en zone urbaine, les populations se considèrent comme des nécessiteux. En centre-ville, par exemple, les habitants du quartier Mbot attendent les bourses sociales. Reportage Ibrahima Diamé. Au centre-ville, le contraste peut ne pas être rapidement perçu, mais les bâtisses cachent mal la pauvreté qui règne dans certains quartiers. Dans une cabane abritant près de 5 familles, Khadija Toupaï et sa sœur préparent le repas de midi. Elle attire l'attention des autorités quant à leur situation, mais aussi concernant l'allocation des bourses sociales. On en a vraiment besoin. Les gens ont l'habitude de penser que les habitants du centre-ville sont tous nantis, alors que bon, ici, il y a beaucoup de problèmes. Non loin de la demeure des pays, la maison de Seynabou Sow s'identifie par un gros fromager qui s'impose à l'intérieur. Maman Seynabou attend avec beaucoup d'impatience cette bourse. Mais habiter au centre-ville, ça ne veut pas dire que nous sommes riches. Nous attendons vraiment beaucoup d'impatience Oui, il y avait beaucoup d'impatience. Pour être beaucoup plus précis, le chef de quartier d'Ombot, Elage Paye, se prononce. Nous sommes entourés par des bâtiments, mais néanmoins la pauvreté est là. Et d'ailleurs, la liste des nécessiteux a déjà été envoyée à la mairie, nous renseigne le chef de quartier, comme pour dire qu'au centre-ville, il y a bien des riches, mais aussi des nécessiteux. Le paiement des premières bourses sociales a eu lieu à Tilmaha, dans la région de Thiès, il y a de cela quelques jours. Midi, 7 minutes, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar fait les frais de la longue pénurie d'eau ces derniers jours. Au chapitre des conséquences, le report d'une semaine de la rentrée académique au département d'odontologie de la faculté de médecine. Et sur les vraies raisons du report, le personnel souligne que certains services comme la chirurgie ne peuvent pas fonctionner sans eau. Mamadou Amardion. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, département d'odontologie de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie. À l'entrée, un agent de sécurité nous accueille. Le personnel n'est pas au complet. Enseignants et étudiants sont aux abonnés absents. La rentrée académique était prévue lundi dernier. Aujourd'hui, elle a été repoussée jusqu'au lundi prochain. Mamadou Diop est technicien de maintenance. Il vient de garer sa moto. Des gouttelettes de sueur ruissellent sur son visage radieux. Ici, le problème c'était l'eau, nous dit-il. Bon, on n'est pas sur place à 100%, mais quand même, il y a le personnel technique, le personnel administratif. On est là. Et les enseignants et les étudiants? Bon, avec les labos et les cliniques, bon, comme ici on traite les malades là, surtout les cas de chirurgie et autres là, on ne peut pas le faire sans eau. Bon, on avait trouvé nécessaire d'attendre jusqu'à que le problème de l'eau soit rétabli. Selon Mamadou, des étudiants étaient passés il y a quelques jours, mais ils étaient obligés de repousser chemin. Actuellement, la situation est acceptable. L'eau, le liquide précieux, est maintenant disponible. Ça, c'est une passe tournée, hein, parce que vraiment, ça fait 4 jours l'eau tourne à flot maintenant. Hein, ça tourne normal, on n'a pas ces problèmes maintenant. L'eau est de retour au département de l'odontologie. Les étudiants et les enseignants le seront lundi prochain. Difficile accès à l'eau à Cartiac dans le département de Bignona. Là-bas, les pluies tarissent après chaque hivernage. Et pour pallier le manque d'eau très fréquent, les populations demandent la construction d'un forage. Abdoulaye Sambou. La communauté rurale de Cartiac, dans l'arrondissement de Tandouk, département de Bignona, souffre de l'avancée de plus en plus croissante de la langue salée. Les terres de ces 4 villages qui composent cette collectivité locale sont envahies par le sel, réduisant sensiblement les terres rizicultivables. L'eau est aussi une denrée très rare dans ces villages qui voient le pluie tarir à chaque fin d'hivernage. Les populations souhaitent la construction de forages pour pallier à ce manque d'eau qui affecte les foyers et les pâturages. L'ensemble et le président de la communauté rurale de Cartiac. L'eau, chez nous, c'est une nécessité, vraiment, parce que, vous savez, avec l'avancée de la salinité, les pluies sont devenues très rares et les populations en souffrent vraiment. Donc vous voyez, vous comptez 2 à 3 pluies maximum pour un village. Donc là, après
la saison des pluies, les pluies tarissent et là les populations souffrent vraiment énormément. Donc ma priorité vraiment c'est de créer des forages dans les différents villages, des forages d'eau douce, des forages d'eau buvable. Dans cette zone où le réseau cellulaire est instable, les populations demandent l'intensification du réseau électrique. Abdoulaye Sambou Ziguinchor, RFM. Abdoulaye Sambou à Ziguinchor, vous nous suivez sur la 92 FM. RFM, partout, tout le temps. La fête de la Tabaski, ça se prépare. Seulement la sécurité fait défaut au niveau des points de vente et cela préoccupe les vendeurs de moutons. L'État, selon les éleveurs, n'a pas encore respecté ses engagements relatifs à la sécurité du bétail ou à l'abreuvage. Seydou Nourouba s'est promené le long du canal de la Gueule-Tapée. Des moutons, ce n'est pas ce qui manque le long du canal de la Gueule-Tapée. Et ce sont des tentes entourées de grosses cordes qui servent d'abri au bétail. Et il a fallu de l'argent pour cela. On a acheté nos ampoules, de l'huile, une bâche. En plus des tentes et cordes, des lampes pour assurer l'éclairage, bref la sécurité. Ces éleveurs ont bien intérêt pour protéger leur bétail. On est un groupe de 7 et on se relève. Il y en a 2 qui passent la nuit et il y en a 2 autres qui les relèvent le matin. Oui, on a acheté nos ampoules et on a fait les installations à partir de l'atelier de couture là-bas. On lui donne quelque chose et il nous fournit l'électricité. Ils n'ont pas attendu leur ministère de tutelle qui avait pris des engagements pour leur assurer le minimum. Non, on ne se base pas sur leurs promesses et tout ça. On les sait même pas. Ouais, on les écoute même pas, donc s'ils font quelque chose aussi, c'est tant mieux. En moins de semaines de la fête de l'Aïd el-Kébir, ces éleveurs croisent les doigts pour vendre tous leurs moutons sans être exposés au moindre problème d'insécurité. Dans une bonne partie du département de Mbacké, les populations continuent de se soulager à l'air libre. Les autorités veulent mettre fin à ces pratiques qui nuisent à la santé. 11 communautés rurales et 202 villages sont ciblés avant 2015. Mohamed Choudiou. Pour se soulager, 80% de la population de Dalangabou le font à l'air libre, faute de moyens pour construire des latrines dans les maisons. Mamour Silla est conseiller rural dans la commune rurale de Dalangabou. Quand tu vas dans un village, 80% de la population n'avait pas le moyen pour avoir cet idéal-là. Donc ils étaient obligés d'aller en brousse parce que les moyens ne suffisent pas et c'est quelque chose que la personne ne peut pas s'empêcher de faire. Vivement un changement de mentalité et de comportement chez les populations. Un programme du ministère de l'assainissement vise les 11 communautés rurales du département de Mbacké. Mam Tako Diallo du groupement Eau Vive SIEPS, l'agence de mise en œuvre du Fonds mondial pour l'assainissement. Nous, on ne construit pas, on ne donne pas du matériel, mais on essaye de causer avec les populations, de sensibiliser les populations, de les déclencher sur ce phénomène de défécation à l'air libre, les contraintes et comment ils l'ont vécu. Et ce qui est le plus intéressant, c'est eux-mêmes qui sortent le problème et eux-mêmes ils proposent des solutions selon leurs moyens. Et ensemble, on les accompagne pour essayer d'avoir quelque chose de plus durable. Parce que quand on dit des latrines à témoins, c'est bien, mais quand ils veulent des conseils, on les accompagne. Sur les 202 villages du département de Mbacké, 94 ont été déclenchés, c'est-à-dire initiés aux bonnes pratiques. Et parmi ceux-ci, 25 ont totalement abandonné les défécations à l'air libre. Mohamed Diop Toubambaké, RFM. Le grand journal, l'actualité politique. À Hambourg, les appétits du Parti démocratique sénégalais, le PDS lorgne la mairie. Les libéraux sont décidés à reconquérir la municipalité. Et pour y parvenir, le PDS compte mettre en selle un candidat fruit d'un consensus. Déjà, des séries de rencontres sont initiées en ce sens. Abdou Diouf Junior. Après le passage de l'orage, la case bleue démolie le 25 mars 2012 se reconstruit à Hambourg. Les libéraux resserrent les rangs. Objectif, récupérer la mairie. Abdoulaye Bayati Babou, responsable
responsable politique PDS. C'est vrai qu'avec la perte du pouvoir, ça a créé un peu de vide parce qu'il y avait beaucoup de responsables qui, la plupart, sont partis, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est que la base est encore là et partout où on passe, c'est les militants qui disent qu'ils sont là et qu'ils ne vont jamais oublier Maître Abdoulaye Wade et ce qu'il a fait pour le Sénégal. À Mbour, le Parti démocratique sénégalais semble sûr de sa victoire aux prochaines élections locales. Les camarades d'Oumar Sarr décrivent la gestion de l'actuelle équipe. Ousseynou Tine, responsable politique PDS. Depuis l'accès de Benno Bokk Yakaar à la mairie, le Parti socialiste, la ville est bloquée. Cette ville, c'est une des villes les plus sales du Sénégal. Il n'y a pas de voirie, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune avancée. Tous les secteurs sont bloqués. Que ça soit au niveau de l'eau, de l'électricité, de la sécurité, de la salubrité, de la pêche. On n'a jamais vécu une saison touristique aussi désastreuse que cette année. Voilà, entre autres raisons, pourquoi il pense que la reconquête ne sera pas difficile. Mais en retour avec le candidat du consensus, Ousseynou Tine. La direction du parti va consulter la base. Après cette concertation, le candidat qui sera proposé par la direction du parti, ça sera un consensus derrière ce candidat. Il peut venir de partout. Le PDS de Mbour a débuté une série de rencontres chez les responsables locaux. L'ex-parti au pouvoir entend revenir en force. Abdou Diouf Junior Mbour, Radio Futur Média. L'actualité internationale. Actualité internationale sur la Radio Futur Média. Nous retrouvons Dieynaba Seydouba. Dieynaba, drame de l'immigration à Lampedusa, deuil national en Italie, le pape François sur place. Le souverain pontife a dénoncé l'indifférence à l'égard de ceux qui fuient l'esclavage, la faim pour trouver la liberté et trouvent la mort. En Italie, une journée de deuil a été décrétée et ce naufrage a coûté la vie à quelques 300 migrants à Ouacham. Aujourd'hui est une journée de pleurs. Le pape François exprime sa tristesse et sa solidarité au lendemain du naufrage d'un bateau au large de la petite île de Lampedusa en Italie. Qualifiant de honte ce chavirement, le souverain pontife s'indigne de ce qu'il appelle un mépris vis-à-vis de ceux qui recherchent une vie meilleure. Entre 450 et 500 migrants issus de la Corne de l'Afrique étaient dans cette embarcation venue de Libye. Près de 300 personnes, dont des femmes et des enfants, ont péri dans ce drame et 150 portés disparus. Le pape François est arrivé tôt ce matin à Assisi, au centre de l'Italie. Ce vendredi est retenu journée de deuil national dans ce pays. Horizon sans frontières engage le combat juridique. L'organisation a déposé une plainte contre l'Union européenne pour non-assistance à personnes en danger. Écoutons son président Boubacar Seya. Horizon sans frontières accuse l'Union européenne de crimes contre l'humanité et de non-assistance à des personnes en danger. Éventuellement, Horizon sans frontières va entamer une pétition de signature dans le monde que nous allons déposer au siège des Nations Unies pour réclamer un meilleur traitement et un devoir de protection des migrants dans le monde. Il faut noter que parmi les victimes, il y a eu des femmes et des enfants. Alors nous demanderons aussi à tous les chefs d'État africains d'observer, en tout cas de décréter une journée de deuil national à l'intention des victimes de ce naufrage. Boubacar, c'est président de l'association Horizon sans frontières. Dans l'autre actualité, Dieynaba, bras de fer en Guinée autour des opérations de centralisation des résultats. Oui, des résultats qui favorisent le RPG Arc-en-Ciel, parti au pouvoir. L'opposition guinéenne rejette les résultats partiels publiés par la CENI et a décidé de retirer ses délégués dans les commissions de centralisation des résultats. Écoutons Sidia Touré, président de l'Union des forces républicaines, au micro de notre correspondant à Conakry, Hamzaba. Pour bien marquer notre volonté de rejeter les conclusions, les résultats frauduleux de ces élections, que dès maintenant, nos représentants à la centralisation, à la CENI, qui ont été dépêchés auprès de cette institution, ce ne sont pas les commissaires, qui devraient nous permettre de mieux éclaircir les questions qui se posent chaque fois qu'un dossier arrive avant qu'il ne soit publié. Nous avons décidé de leur demander de se retirer parce que, jusque-là, on ne leur donne même pas la possibilité d'intervenir, de poser des questions, de demander des éclaircissements ou d'apporter eux-mêmes des éclaircissements.
En Mauritanie, les dirigeants de la coordination de l'opposition démocratique ont en majorité décidé de boycotter les élections législatives et locales du 23 novembre prochain, à l'exception de l'influent parti islamique Tewassoul. Les partis de la majorité et ceux de l'opposition avaient entamé des pourparlers lundi passé à Nouakchott sur l'organisation de ces élections suspendues mercredi à la suite d'un désaccord sur un report de 2 semaines proposé par la majorité. Il y a une bonne situation au Mali. Les mutins de Kati, c'est à une dizaine de kilomètres de Bamako. Ces mutins donc sont neutralisés par l'armée. C'est le ministre malien de la Défense qui l'a fait savoir. Soumaïlou Boubey Maïga a annoncé que l'armée a repris le contrôle du camp de Kati. Cette base militaire était jusqu'ici le quartier général des anciens rebelles responsables du coup d'État de mars 2012. Toutes les armes ont été saisies et une vingtaine d'anciens responsables de la junte ont été arrêtés, Georges. Merci, Diana Seydouba. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de radio. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Vous aurez la parole dans une dizaine de minutes. Vous aurez la parole donc sur les bourses de sécurité familiale. Que pensez-vous de ce programme national du président Macky Sall qui procède à son lancement aujourd'hui? C'est dans une dizaine de minutes. Critique Média. Regard critique sur l'actualité dans les médias. Presse écrite, parlée, audiovisuel, Internet. Critique Média, aujourd'hui l'affaire de Jo Marron. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Critique Média agite le débat sur ce qu'on pourrait appeler le plagiat. Nombreux sont ceux qui s'insurgent contre l'attitude des sites internet. Des journalistes de la presse écrite et de la radio accusent ces organes en ligne de copier leur production sans les citer. Cela est-il acceptablement entouré? Réponse dans ce reportage. Des sites sénégalais dont leur rôle ne se limite qu'à du copier-coller, ils reprennent les informations des radios et des journaux. Cela vous est-il arrivé, Abdoulaye Dédou, journaliste? Oui. Alassane Samba Diop. Mais ça nous arrive souvent que certains sites rappellent nos informations sans pourtant le citer. Le directeur de la radio Futur Média accepte cette procédure, mais dans une certaine mesure. De reprendre l'information sur une radio, une télé ou un journal sans pourtant citer la source d'information. C'est ça qui n'est pas honnête intellectuellement, c'est ni éthique ni déontologique. Abdoulaye Dédou va plus loin. C'est très frustrant. Frustrant, malhonnête. Pourquoi? Parce que si je prends l'exemple de ce papier, le bilan de la pénurie, ça nous a pris toute une journée. Et après, se lever le matin, voir que tout ce travail-là a été copié, collé par un autre site qui l'a fait peut-être en 5 minutes, c'est pas bien. Ici, l'honnêteté intellectuelle est au centre des débats. Les propriétaires de sites se prononcent sur ce débat. À leur tête, Ibrahim Lissa Faye, le président de l'association des éditeurs de presse en ligne, parle de pratiques qui méritent une condamnation. Il ajoute que les articles des sites internet sont aussi repris. Comme on peut le voir en tout cas au niveau de la presse en ligne, on peut également le constater dans la presse traditionnelle où parfois notre contenu est repris sans pour autant qu'on nous cite. C'est des choses qui arrivent et bon, malheureusement qui sont contraires à l'éthique. Quand ils prennent un contenu quelque part, même si c'est un bout de phrase, il faudrait quand même citer la source. Parce qu'une information, elle ne tombe pas du ciel. Simple facilité, paresse, preuve d'incompétence, ces mots résument les réactions de l'homme de la rue. Propos recueillis par Ousmane Gueye. Des fois, je lis des informations recueillies sur le net, mais je les lis encore dans d'autres journaux. Ça me dérange quoi. C'est un acte illégal. S'il y a une information indiquant qu'il y a un accident dans la route nationale numéro 1, prenez la peine de vous déplacer jusque là-bas pour voir si déjà c'est la vérité, si c'est fiable. Vous serez témoin de l'accident, donc vous aurez quoi écrire quoi. Si tu es un journaliste, il faut avoir la compétence d'avoir partir de l'autre côté pour avoir tes informations. Dans tous les cas, le droit d'auteur tranche le débat. Mais c'est quoi un droit d'auteur? C'est ce que nous explique Ibrahim Lissa Faye dans le lexique du jour. Quand quelqu'un produit une œuvre, alors il est la propriété de cette œuvre. La loi devrait vraiment le protéger. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi.
Il est là, cher Tidiane Diagne. Football éliminatoire mondial 2014 en route pour Abidjan. On parle de la confrontation Côte d'Ivoire-Sénégal du 12 octobre. Et c'est avec le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, que nous avons accroché donc ce matin. Et il donne des assurances. Selon lui, les prévisions de la Fédération sénégalaise de football sont en phase d'être réalisées. Nous l'écoutons pour de plus amples explications. Les différentes étapes qui avaient été arrêtées sont en train d'être exécutées en relation avec la tutelle, notamment le directeur de la haute commission, ainsi que le ministre, avec qui nous sommes en contact permanent. Pour l'essentiel, nous attendons juste une confirmation définitive de la disponibilité des teams dus aux joueurs pour le dernier match contre l'Ouganda. Par rapport à la préparation effective donc, du match, les réservations ont été faites. L'encadrement local partira dès ce week-end sur Paris. Les joueurs rejoindront. Tandis que de notre côté, les fédéraux quitteront aussi ce dimanche pour aller à Abidjan préparer sur le terrain l'arrivée de l'équipe et donc la préparation du match au plan de la mobilisation en relation avec l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, mais aussi avec la communauté des Sénégalais là-bas. Nous avons aussi l'apport de M. Alingaï qui est déjà à Abidjan, qui nous a servi de facilitateur pour les réservations d'hôtels et les démarches qu'on a pu faire par anticipation. Alors, Président, après la rencontre contre l'Ouganda, je le rappelle, c'était à Marrakech, les primes n'ont pas été en tout cas payées au jour. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème est réglé? Écoutez, nous pensons qu'elles le seront sur Paris. Nous avons les garanties de la tutelle. Nous partirons donc avec le montant des primes à Paris et que ces primes seront payées dès le lundi ou le mardi, en même temps que la prime de sélection pour le match Côte d'Ivoire-Sénégal. Donc à ce niveau, l'autorité nous a donné des assurances pour le nécessaire. Le Sénégal donc qui entre en regroupement à partir de ce dimanche à Paris avant de rallier la capitale ivoirienne. Le Sénégal donc qui rencontre l'équipe de la Côte d'Ivoire, ce sera le 12 octobre prochain à partir de 17h au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et cher, on ne le voit pas souvent avec l'équipe nationale de football du Sénégal fuir à l'anglaise une fois en Europe. Mais là, l'État du Sénégal est en croisade contre la fuite de nos athlètes une fois donc en Europe. Il leur est interdit de voyager désormais dans l'espace Schengen et cela jusqu'à nouvel ordre. Les karatékas, les judokas, lutteurs et ceux du canoë-kayak sont visés par cette décision. Souleymane Boundaoud Diop, directeur de la haute compétition avec Malal Junior Diaye. Je pense que lors de la restitution des travaux de l'arbitrage budgétaire des communautés internationales, le ministre avait pris le soin d'avertir toutes les fédérations pour leur dire que nous ne pouvons plus être un ministère qui favorise l'immigration clandestine et que toutes les fédérations devaient prendre des mesures pour envoyer des gens qui sont susceptibles de revenir au pays. Malheureusement, comme nous l'avons constaté, nous avons perdu 4 karatékas, 2 judokas, 1 lutteur, un canoë-kayakiste et un de handisport. Donc voilà les 5 fédérations qui ont été sanctionnées. C'est-à-dire, je me répète, le judo, la lutte, le karaté, le canoë-kayak et le handisport. Cette mesure est guidée par le fait que nous avons énormément de problèmes avec les consulats européens. Parce que souvent, nos athlètes vont et ne reviennent pas. Et même des fois, on est un peu accusé de complicité. Et ça nous met très mal à l'aise. Deuxième signification, c'est que ça ne revalorise pas l'image du Sénégal. Quand des sportifs de haut niveau préfèrent la clandestinité à la défense du drapeau national. Or, quand ils partaient, c'est l'État qui avait tout pris en charge. Au lieu de penser à défendre les couleurs nationales, ils pensent à s'évader. Ça, c'est véritablement inacceptable. La page de sport, nous la terminons par les navétanes avec les phases nationales. Qui se poursuivent simultanément à Thiès et à Louga. On est à l'étape donc des quarts de finale qui démarrent ce soir, stade Lat Dior de Thiès. 18h, Baïgandé des HLM de Dakar croise d'affaires avec Diaka de Kédougou. Juste après, c'est-à-dire 20h, Grand Thiès de Thiès naturellement fera face à l'équipe de Médine de Sédhiou. Et cela, nous aurons le temps d'y revenir avec les résultats. Ce sera dans nos éditions de ce soir. Merci de nous avoir suivis, Georges Dédiop. Cher, merci et infiniment. La presse du jour, l'affaire de Antoine Diouf. Bonjour. Idrissa Seck, Abdoulaye Baldé, le PDS et d'autres partis sont préoccupés par la situation politico-économique du pays. Arrêter la dérive des nouvelles autorités politiques et corriger les graves distorsions dans la manière de diriger le pays, tel est l'objectif du futur pôle de l'opposition
initiée par quelques partis, écrit l'Observateur. Une volonté qui rejoint à bien des égards l'appel de l'ancien président Abdoulaye Wade pour la réunification de la grande famille libérale. L'alerte est lancée et le président Macky Sall est prévenu, conclut le journal du groupe Futur Média. Walfadjri fait état de cette probabilité. Idrissa Seck à la tête du PDS, c'est plutôt Ahmed Fall Braya qui pense que cela n'est pas une mauvaise chose. Le responsable libéral de Saint-Louis se prononçait sur les retrouvailles de la famille libérale. Talla Sylla réapparaît. 10 ans après son agression au marteau, le président de l'Alliance Dief Diel veut ressusciter les morts. C'est un titre imagé de Walfadjri et pour dire tout simplement que Talla Sylla va organiser une rencontre sur l'impunité et l'abus de pouvoir durant laquelle Omar Blondin Diop, Maître Babacar Seye, Balagaï, Malik Ba et Mamadou Diop seront au cœur des débats. Des bombes très risquées, Dakar n'est pas à l'abri. Le sujet intéresse le journal Enquête. Ainsi, mon confrère écrit que dans la capitale sénégalaise, certains points et zones sont à tort ou à raison pointés comme à risque. Dans le lot, le tunnel de Soumbédioune, véritable piscine à chaque saison de pluie. L'ouvrage est célèbre pour son coût, 11 milliards de francs CFA, ses balafres et les controverses qui ont accompagné sa construction. C'est quand un accident grave surviendra dans ce tunnel que l'État commencera à se réveiller. Mais ce sera trop tard avec les dégâts, déclare un riverain dans les colonnes du journal Enquête. Mais l'entreprise CDE affirme que cet ouvrage est de dernière génération et il est plus que sécurisé. Le tunnel de Soumbédioune est agressé par les eaux, d'après mon confrère. L'affaire Dangote, encore une fois dans les colonnes des journaux, que de nouvelles situations jugées complexes, c'est le moins que l'on puisse dire. L'affaire se gâte encore, ce titre de Libération en dit long. Avec Libé, on apprend que Serigne Moustapha Saliou est dans tous ses états à cause du nouvel arrêté du préfet de Thiès autorisant la poursuite des travaux de la cimenterie Dangote. Le marabout en colère en veut au président Macky Sall. Commentant ce litige foncier entre les héritiers de Serigne Saliou et Dangote, Sud Quotidien écrit que le ciment ne prend pas. Par contre, c'est peut-être bientôt le bout du tunnel pour le promoteur de Luc Nicolaï. Libéré depuis mercredi par la chambre d'accusation, Luc Nicolaï et ses conseils sont à l'écoute de la Cour suprême. Ils sont dans l'attente d'une notification de la mesure de levée d'écrou depuis 48 heures. L'information est dans l'Observateur. Mais là, c'est formel. Le parquet général va s'opposer à la liberté provisoire du promoteur de lutte. Luc sera devant la barre le 15 octobre prochain. À la rencontre du sergent Mané, un soldat entre deux feux, parle au journal Le Quotidien. Traqué par le MFDC et poursuivi par l'armée, le sergent Mané déclare que les rebelles voulaient qu'ils rejoignent le maquis. Et puis, sport, Côte d'Ivoire, Sénégal, Diomassi Camara donne son avis sur la liste d'Alain Giresse dans le quotidien Stade. Diawara et Dembaba avaient leur place dans le groupe, déclare l'international sénégalais. Bonne lecture à toutes et à tous. RFM Midi. RFM Midi. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Que pensez-vous du programme national des bourses de sécurité familiale? Le chef de l'État, il faut le dire, procède au lancement de ce programme aujourd'hui à Taïba Ndiaye dans le département de Tivaouane. Alors que pensez-vous donc de ce programme du chef de l'État Macky Sall? Ibrahim Ndoye, conseiller spécial du chef de l'État, bonjour. Bonjour. Alors, que pensez-vous de ce programme? À quoi cela pourra servir concrètement dans la lutte contre la pauvreté? Merci, vous me donnez l'occasion de dire un petit mot sur cette politique révolutionnaire enclenchée par le chef de l'État, cette démarche enclenchée par le chef de l'État, son Excellence, M. le Président Macky Sall. Je dois dire que l'inauguration d'aujourd'hui s'inscrit dans une dynamique d'exécution d'une politique qu'il a conçue depuis très longtemps, même bien avant son arrivée au pouvoir. C'est-à-dire que c'est une politique de protection sociale universelle. Donc, la bourse de sécurité familiale constitue le second volet de cette politique. Après ce à quoi on a assisté il y a juste quelques semaines au Grand Théâtre, le lancement de la couverture maladie universelle qui mobilise cette année 10 milliards de francs CFA inscrits dans le budget.
Et il y a aussi 1,7 milliard de francs CFA qui ont été alloués aussi aux mutuelles de santé et la bonification retraite des pensions de retraite avec 10% sur les pensions de retraite, tout ça inscrit dans le budget 2013. C'est pour vous dire que c'est un package qui est proposé aujourd'hui aux populations sénégalaises, à une certaine catégorie de population, de la population des gens qui sont jugés, dont la situation est jugée défavorable. Donc le président de la République aujourd'hui, conformément à ses engagements avant la présidentielle quand il a déclaré sa candidature, est en train de mener une véritable politique de protection sociale, je crois, qui est conforme aux attentes des populations. C'est aujourd'hui le sens de toute la manifestation qui se déroule présentement à Taïba Ndiaye. Et je crois que aujourd'hui, on peut avoir espoir que dans les années à venir, il y aura une nouvelle configuration sur le plan social et qu'à travers la politique de protection qu'il est en train de mener, on pourrait voir les conditions sociales meilleures que maintenant. Mais Ibrahima, est-ce que quelque part il n'y a pas une certaine politisation comme le soupçonnent certains avec l'approche des élections locales pour essayer au moins de faire la cour à ces populations? Certains accusent en tout cas le camp du pouvoir. Écoutez mon cher, de toute façon, tout est politique dans ce pays. Un décideur politique, la première institution de ce pays, le chef de l'État, tout ce qu'il fait, évidemment, ça s'inscrit dans une politique. Mais tout est politique au point d'utiliser la souffrance des populations. Non, je veux dire, la différence, c'est qu'il y a la politique, la gestion de la cité, il y a la politique politicienne. Je crois que le sens de votre question, c'est lié à cela. Et tout ce qu'on est en train de faire est lié à de la politique politicienne. Je dirais non. Parce que tous les gens qui sont engagés dans le processus de mise en œuvre de cette idée, de cette démarche, de cette politique, sont exclusivement de l'administration sénégalaise. Ce sont les gouverneurs, ce sont les sous-préfets, ce sont les préfets, etc. Donc, au niveau de la chaîne des décideurs, vous ne verrez pas des hommes politiques, ou en tout cas des responsables militants de l'Alliance pour la République du parti du président Macky Sall au devant de la scène. Vous ne les verrez pas. Pour autant, Ibrahima, la transparence est mise en cause, en tout cas pour ce qui est de Kolda, où les populations contestent les enquêtes qui ont été faites. Mon frère, je peux vous poser une question. C'est moi qui pose les questions. Non, je veux dire, par rapport à la question que vous avez posée, est-ce que dans ce pays, vous verrez une seule décision publique qui n'ait pas fait l'objet de contestation de la part des bénéficiaires ou des gens qui pourraient peut-être, qui espéraient en bénéficier et qui n'en sont pas bénéficiaires, etc. Donc, c'est pas ça le plus important pour moi. Le plus important, c'est d'abord l'acte posé par rapport aux engagements qui ont été pris à la veille de la présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, le président Macky Sall s'inscrit dans cette dynamique, oui ou non? Est-ce qu'il est en train de mettre en œuvre des engagements qu'il avait pris en parlant de la protection sociale, en travaillant à alléger d'une certaine manière les souffrances des Sénégalais, en se battant pour arriver à faire une promotion de ce qu'on appelle l'égalité des chances de tous les citoyens. Aujourd'hui, je crois que cette politique s'inscrit dans une lutte farouche, évidemment, ce n'est pas facile, contre les inégalités sociales. Et monsieur, si vous vous référez un tout petit peu à son parcours personnel, vous savez que ce n'est pas une politique qui a été initiée, élaborée, conçue de manière gratuite. Non, parce qu'il faut partir de son parcours personnel pour savoir que l'État a une obligation de voir partout où ça ne va pas pour essayer de trouver les conditions qu'il faut pour permettre évidemment à tous les Sénégalais, à toutes les Sénégalaises de partir à égalité des chances à la conquête du bien-être social. Je crois que cette politique s'inscrit dans ça. Évidemment, on en reparlera encore toujours, il y en aura toujours qui trouveront à redire, mais de toute façon, ces populations, ces 50 000 familles qui vont bénéficier à partir de cette année, par exemple,
progressivement jusqu'à 250 à l'horizon 2018. Ces familles-là, allez leur poser la question de savoir est-ce que le président Macky Sall est en train de faire de la politique politicienne ou non. Je crois que la réponse est évidente. C'est pas vraiment le problème d'une certaine manière. L'avenir est aujourd'hui, ils sont dans une situation qui ne semble pas être favorable. Merci. Le premier décideur public a décidé de revenir en aide, de faire son devoir, donc je ne vois pas pourquoi. Merci Ibrahim Ndoye. Nous aurons l'occasion de revenir sur tout cela. Merci Ibrahim Ndoye, conseiller spécial du chef de l'État. Babou Ngom, secrétaire général du CNCR. Bonjour Monsieur Ngom. Bonjour Monsieur Ngom, vous m'entendez bien? Oui, c'est mieux. Alors vous entendez très bien maintenant? Oui, c'est mieux. Alors, lancement aujourd'hui, lancement officiel des bourses de sécurité familiale, 25 000 francs par ménage et par trimestre. Est-ce que cela peut contribuer à la lutte contre la pauvreté, en tout cas dans le monde rural? Bon, écoutez, peut-être ça peut apporter une solution conjoncturelle dans certaines familles. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer les auditeurs et saluer cette initiative. Mais ce que nous pensons, ce n'est pas tout à fait cela. Comme dit le proverbe chinois, mieux vaut apprendre à l'individu de pêcher que de lui donner du poisson. Nous pensons que la définition de politique agricole, le respect des engagements pris par rapport à Maputo, cet engagement prévoit, n'est-ce pas, 10% du budget national investi chaque année dans l'agriculture, la pêche, l'élevage et tout ce qui est mondial. Je crois que c'est par des mesures de cette nature-là, après avoir défini une politique agricole et après avoir identifié les moyens humains, matériels et financiers à mettre en œuvre et à l'application, à la mise en œuvre effective de cette politique agricole, c'est ça peut-être à notre avis la solution durable. Parce que la bourse, elle peut régler des problèmes conjoncturels du moment, mais permettre aux gens de s'autosuffire, de produire pour bien manger, de produire pour avoir des revenus et faire face aux charges familiales. Nous pensons que c'est ça la solution durable. Mais nous apprécions quand même le geste du chef de l'État qui consiste à alléger les souffrances des populations indigènes. En clair, vous voulez dire que la situation restera ce qu'elle est. Je dis, en clair, vous pensez que la situation restera ce qu'elle est dans le monde rural si toutefois l'on ne met pas en place des politiques qui puissent développer le secteur agricole. Oui, oui. C'est ce que nous pensons. Merci. Merci Babangom, secrétaire général du CNCR. Djibi Diakhaté, sociologue, est en ligne. Bonjour Djibi. Bonjour. Alors, dans ce programme, l'on déclare que ça permettra également de maintenir les enfants à l'école. Est-ce que ces 25 000 francs CFA par trimestre et par ménage pourront contribuer à la scolarisation? Il est clair que posée sous cette forme-là, la somme peut être plus ou moins dérisoire, mais il faut voir évidemment le contexte. Je crois que depuis les années 70, le Sénégal avait commencé à connaître des cycles de sécheresse qui avaient abouti à des flux migratoires importants des populations des campagnes vers les grandes zones urbaines et notamment vers Dakar. Et cela avait créé une situation de surconcentration de population au niveau des grandes villes, un dépeuplement du monde rural et finalement des régions entières, des provinces entières complètement déshéritées avec des familles qui vivaient dans la pauvreté la plus totale. Donc je crois que déjà, donner une somme, c'est déjà insuffisant, mais je crois que ça peut donner un nouveau souffle, un nouvel espoir à beaucoup de familles et que justement ça peut être destiné à la formation, au maintien des enfants au niveau des structures scolaires avec comme objectif d'assurer le développement du pays. Parce qu'en réalité, pour que le développement soit réalisé, il faut qu'il y ait des ressources humaines suffisamment bien préparées, suffisamment bien formées pour assurer les missions et les tâches de développement. Sous ce rapport-là, je crois que quand même c'est une excellente initiative, même si évidemment il faut travailler dans le sens de régler deux ou trois choses. Première chose, c'est veiller à la régularité et à la transparence des opérations. Deuxième chose, c'est veiller à l'équité, parce qu'évidemment il y a des provinces, des endroits tellement reculés et éloignés de la capitale qu'on risquerait de les oublier. Donc il faut avoir une cartographie équitable de la pauvreté au niveau du Sénégal pour pouvoir procéder à une allocation équitable aussi des ressources. Et il faut aussi faire une situation de référence. Parce qu'en réalité, il faut qu'on sache à partir de quel point de départ
on a commencé ces opérations. Et puis quelques années après, faire une évaluation pour mesurer s'il y a un véritable impact en termes d'épanouissement, en termes de développement au niveau des différents terroirs concernés. Mais Djiby Diakhaté, est-ce que l'on n'assiste pas là à un soutien conditionné pour une lutte contre la pauvreté? La condition, c'est le maintien de 2 enfants à l'école, même si la scolarisation est une bonne chose. Oui, en fait, je crois que quand même c'est dans le cadre d'une vision. Alors, quand vous avez un régime qui s'installe, il a certainement une vision. Et en fonction de sa vision, le régime met en place, évidemment, un dispositif qui lui permet de le réaliser. Donc, de se dire qu'au fond, il faut précisément qu'il y ait une bonne scolarisation, une bonne formation, il faut des ressources humaines bien préparées pour aller vers l'agriculture, pour aller vers l'élevage, pour aller vers la pêche, pour aller vers l'industrie, pour aller vers l'artisanat. Alors donc, on ne peut pas déconnecter les options qui ont été prises par rapport à la vision, évidemment, que se donne le régime en termes de pilotage et de gouvernance des affaires publiques. Merci Djiby Diakhaté, sociologue, merci à tous ceux qui ont participé à ce débat. Parlez français. Grammaire. Orthographe et sens des mots. Dans la langue mère. Et nous bouclons la semaine avec Astou Ben Tchoup. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Parlez français. Cours du jour. Comme promis, aujourd'hui nous parlons du mot écho. Accent aigu C-O-T, c'est le résultat de la division de l'addition. Écho avec O-T. Il représente pour chaque convive la part à payer après un repas, après un pot. Écho avec accent aigu C-O-T. En un mot, c'est la quote-part. C'est la quote-part. Et dans un sens plus ancien, écho, avec toujours OT, désigner une tablée de convives où chacun soit apporté sa part, soit s'engager à la paix. Il faut savoir aussi que écho, toujours avec OT, c'est un autre sens du mot, signifie ou renvoie à l'arbre ou à un tronc d'arbre qui n'a pas été parfaitement élagué. Pour éviter toute confusion, retenons l'écho. Accent aigu, C-H-O, c'est la répétition d'un son répercuté par un obstacle. Un écho. C'est aussi le synonyme de cancan, de nouvelle. Le mot écho a encore de multiples significations. D'abord en électromagnétisme, qui signifie une onde qui est émise par un poste radar qui revient à l'appareil après avoir été réfléchi par un obstacle. Quant à écho, accent aigu C-O-T, c'est le résultat de la division de l'addition. Écho avec O-T. Il représente pour chaque convive la part à payer après un repas. Et dans un sens plus ancien, écho, avec toujours O-T, désigner une tablée de convives où chacun soit apporté sa part, soit s'engager à la paix. Il faut savoir aussi que écho, toujours avec OT, c'est un autre sens du mot, signifie ou renvoie à l'arbre ou à un tronc d'arbre qui n'a pas été parfaitement élagué. Très bon week-end. RFM